Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre rendez-vous mensuel. Donc je vous remercie de vous être connectés pour la 17e édition des rencontres Alumni. Ces Bonjour. rencontres en visioconférence vous permettent de découvrir le témoignage d'un ou d'une diplômée selon l'angle de vue qu'il ou elle a choisi. Donc cela peut être son parcours professionnel, son secteur d'activité ou un sujet d'actualité au regard de son expérience. En un mot, il s'agit de vous donner matière à réflexion, de vous inspirer le temps d'une aération d'une heure dans le mois. Alors aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Éric Fintin, directeur général de Diam Bouchage. Éric, vous avez fait la majeure partie de votre parcours, donc plus de 20 ans, dans le secteur automobile, notamment chez Renault, à des fonctions opérationnelles et stratégiques avec en point d'orgue la création et la mise en œuvre de Software République, un consortium d'innovation collaborative entre industriels et start-up. Depuis 2024, vous découvrez un autre secteur, celui des vins et spiritueux, en devenant directeur général de Diam Bouchage, une ETI française de plus de 650 collaborateurs qui est leader mondial des bouchons technologiques en Liège. L'entreprise est basée à Céret, près de Perpignan. Alors peut-être que certains parmi nous ont eu la chance de participer à la visite de votre entreprise organisée par le bureau d'intermine Languedoc-Roussillon vendredi dernier. Alors pour ma part, j'ai pas eu cette chance, c'était un peu loin, mais ce sont des souvenirs d'enfance qui me reviennent à l'ombre des chênes lièges. Donc Émilie a écrit que vous alliez détermination et humanisme pour piloter les organisations. Eh ben, c'est exactement ce que j'ai ressenti en découvrant votre parcours et j'y ajouterai, moi, l'engagement. Diane Bouchage et je cite, résolument entrée dans la transition énergétique. Aujourd'hui, vous allez nous présenter les bienfaits dans l'industrie de deux dimensions qui, au cours de votre expérience, vous sont apparues déterminantes, l'innovation et la coopération. Et surtout, comment et quelles sont les clés pour le passage à l'échelle. Alors, la présentation se déroulera sur le format habituel, c'est-à-dire une intervention de 30 à 40 minutes, suivie d'un temps de questions-réponses d'une vingtaine de minutes. Alors, n'hésitez pas, vous tous, à nous communiquer vos questions dans le chat tout au long de la présentation. Il y aura un replay de la session, car celle-ci est enregistrée. Et avant que je vous laisse la parole, Eric, un dernier mot sur les rencontres. Tout d'abord, notre prochaine se tiendra le 2 juillet avec Yann Lemoine, qui est fondateur des Biens communs. Et ensuite, surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour vous porter volontaire si vous voulez participer. Théophile, Émilie et moi-même qui organisons les rencontres, on a vraiment à cœur de mettre en lumière vos parcours. D'autres possibilités, il y a d'autres possibilités pour nous prêter main forte, soit rejoindre l'équipe des bénévoles, soit répondre aussi à notre questionnaire pour nous faire part de vos avis. Donc, nous vous mettrons tous les liens et les informations nécessaires dans le chat. Donc voilà pour moi, Eric, c'est à vous. Innovation, coopération, le passage à l'échelle, est-il possible? Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. À la fois, je suis ravi de faire cet exercice et en même temps, c'est jamais facile. Donc, on va essayer de le faire de manière extrêmement personnelle et humble sur effectivement ma trentaine d'années d'expérience autour de ces thèmes. Et puis, vous avez mentionné l'idée de questions, ça pourrait être aussi des commentaires ou des désaccords et à la fin, ça sera intéressant d'en discuter. Alors, juste pour revenir sur mon parcours et l'éclairer sous l'angle de ces logiques de coopération et de passage à l'échelle. Donc moi, je dirais, toute une première partie de ma carrière de 28 ans, effectivement, chez Renault, où j'ai bénéficié et profité de la force des carrières dans les grands longues, dans les grands groupes, à savoir de multiplier les expériences, très en amont dans la chaîne de valeur, très en aval. Donc j'ai fait plein de métiers différents, mais finalement qui a été d'abord le plus long et puis le plus impactant par rapport à cette problématique. Vraiment de passage à l'échelle.
Coopération aussi, on va y revenir, importante, puisqu'on n'inventait pas juste un nouveau produit, pas juste une nouvelle technologie, mais vraiment tout un écosystème qu'il a fallu faire émerger. On pense tous aux bornes de recharge, mais il n'y avait pas que ça, il y a plein d'éléments réglementaires, il y a bien sûr tout le sujet des politiques de développement et d'incitation qui a pu avoir lieu dans les différents pays, il y a toute la transformation et toute la coopération avec les autres acteurs de la mobilité pour faire émerger ces changements d'habitude, puisque c'était vraiment quelque chose de très disruptif et on voit que le passage et la transition sont quelque chose de compliqué pour les utilisateurs. Et puis la deuxième expérience qui est la plus riche probablement par rapport à ces questions qu'on a mis dans le titre, c'est effectivement la création de Software République. Donc Software République, c'était une idée de Luca De Meo qui était arrivé comme directeur général de Renault. Vous vous souvenez probablement de l'épisode de l'arrestation de Carlos Ghosn. Donc à la fin de cette séquence-là, il y a eu une petite transition avec Thierry Bolloré, puis ensuite c'est Luca De Meo qui est arrivé à la tête de Renault et dans son, je dirais, dans son idée, il y avait ce concept de mode de coopération innovant, à la fois d'abord entre grands groupes, puisqu'on était au départ six grands groupes, hein, vous les voyez les logos sur le slide, donc des grands groupes plutôt européens dans des domaines très complémentaires. L'idée, c'était de travailler ensemble, non pas sur de la recherche fondamentale ou sur des choses théoriques, mais plutôt de prendre des briques de technologie qu'on avait les uns et les autres, de les assembler, de prendre nos go-to-market et d'en faire justement des produits qu'on est capable de passer à l'échelle à travers cette coopération. Donc là, on était vraiment aussi avec tous les ingrédients de cette logique de coopération. Et effectivement, au-delà des grands groupes, on avait un incubateur et chaque projet portait aussi une start-up, puisqu'on sait que le sujet de coopération grand groupe start-up est un sujet qui n'est pas simple. Et puis ensuite, rapidement, le changement de vie crise de la cinquantaine. Aucun regret sur mes 28 ans d'automobile, mais aussi très envie de découvrir autre chose, de prendre un poste de directeur général. Et donc, je dirige aujourd'hui effectivement une entreprise qui est une belle ETI française avec une belle success story et plein de choses à réinventer en matière d'innovation, puisque c'est à la fois l'ADN de l'entreprise et la seule manière de croître pour Diam dans un marché du vin qui décroît et qui va décroître de manière durable. La logique de coopération dans ce monde-là, je m'y frotte depuis un an et demi. J'y reviendrai probablement moins dans ma présentation parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Hein, la coopération, c'est quelque chose de culturel dans les secteurs d'activité. C'était très culturel dans l'automobile. Ça l'était un peu moins dans le software, mais c'était faisable. Là, aujourd'hui, les logiques, on est beaucoup plus dans une logique de client-fournisseur, de compétiteur, moins dans la logique de coopération, mais finalement, c'est aussi une expérience intéressante. Voilà. Et juste pour éclairer aussi ma légitimité sur la partie startup, on a parlé dans cette République. Moi, je ne suis pas un créateur de startup et toute l'humilité qui va avec. Néanmoins, j'ai la chance d'accompagner un certain nombre de créateurs dans différents cadres. Et donc, je dirais pas mal de vécu autour de ces thèmes. Alors, bon, de manière assez simple, hein, on va commencer par la partie par la partie passage à l'échelle. Ensuite, on fera un zoom sur la coopération, qui est un moyen, pour moi, fondamental de passer à l'échelle. Et puis, on terminera par le point commun de tout ça, qui est absolument fondamental pour moi, qui est toute la notion de soft skills et de savoir-être, qui est clé et dans la coopération, et dans le passage à l'échelle, et dans la vie tout court. J'en suis convaincu. Alors, quatre enseignements, en tout cas, que moi je retire de ces 30 années dans l'industrie autour du passage à l'échelle. La première question pour le passage à l'échelle, c'est faut-il être le premier? Y a-t-il un first mover advantage? Clairement, là je fais référence aux véhicules électriques de Renault, puisque il y avait vraiment ce choix pour Renault et Nissan à l'époque d'être pionniers comme l'avait été Tesla et BMW. On était à peu près les quatre acteurs à vraiment investir massivement sur le véhicule électrique dans les début des années 2010. Et bah, pendant le process et encore plus a posteriori, je me posais la question de finalement, est-ce que c'était un bon choix ou est-ce qu'il valait mieux faire comme Volkswagen, Stellantis ou d'autres, en arrivant plus tard sur le marché.
Alors bien sûr, il n'y a pas une réponse unique, je veux juste vous éclairer pour alimenter votre réflexion un peu des pros and cons. Je pense que, bien évidemment, le niveau de rupture était tel dans les métiers, dans la transformation de la chaîne de valeur, que la courbe d'apprentissage a quand même permis de gagner des années précieuses, parce que il faut bien imaginer que des ruptures aussi fortes que celles-là, elles ne viennent pas juste impacter encore une fois, le produit ou la technologie. Hein. Il y a vraiment des modifications fondamentales. Quand vous intégrez finalement la batterie dans la voiture, c'est un peu comme si vous mettiez dans la voiture l'équivalent de 50 carburants à l'avance préchargés en termes de coût. Donc vous venez capter de la valeur dans la chaîne qui est beaucoup plus forte. Vous venez aussi changer les rapports de force à l'intérieur de l'entreprise. Cette batterie, ça devient l'objet central qui est dimensionnant pour la voiture. Là où traditionnellement chez les constructeurs automobiles, le moteur c'était plutôt à lui de s'adapter à la voiture et enfin, je dirais les métiers rois étaient plutôt les métiers du véhicule. Là, clairement, il a fallu transformer pour que la batterie devienne le métier roi, parce que c'était là qu'il y avait les principaux inducteurs de coûts. Donc beaucoup de changements à impulser. Bien évidemment, ça veut dire aussi beaucoup de coûts, hein, et probablement que la première génération de véhicules hein, qui a été là entre 2012 et 2017, finalement, avant l'arrivée des autres, euh, bien évidemment, elle n'a pas rapporté d'argent et elle en a coûté. Et donc, pour moi, il y a clairement un coût significatif à être dans les first movers. Après, la question, c'est est-ce qu'il est rentable ou pas? On peut, en regardant les parts de marché aujourd'hui des first movers, on peut se dire que non, hein, puisque Nissan, Renault et BMW n'ont pas bénéficié de ça. Tesla en a bénéficié, même si c'est de moins en moins vrai. Donc voilà, il y a pas il y a pas de vérité là-dessus. Il y a un point qui est très important dans ce first mover disadvantage plutôt, c'est l'écart entre être dans Excel et dans la réalité. Vous vous souvenez que donc, Renault avait sorti des voitures donc, en 2012-2013, et puis ensuite en 2015, il y a eu le Dieselgate et tout le monde a basculé dans cette technologie et a investi massivement. Et à ce moment-là, vous vous mettez en 2015 dans les directions de programme chez tous les constructeurs, vous aviez les first movers qui étaient dans une réalité horrible avec des ventes inférieures à ce qui était prévu, une profitabilité en berne, des difficultés techniques, qualité, etc. Donc c'était la vraie vie. Et puis de l'autre, tout le monde qui n'avait pas démarré était finalement dans Excel et PowerPoint avec des trucs très roses et très sympas et beaucoup plus faciles pour vendre l'investissement quand vous êtes dans Excel et PowerPoint, alors que nous, on devait finalement convaincre de remettre de l'argent sur des projets qui étaient déjà déficitaires. Et donc, finalement, là-dessus, on a eu un vrai disadvantage parce qu'on a mis plus d'un an à réussir à décider le deuxième investissement de la deuxième vague de voitures, puisque dans un cas, on était dans le bleu et dans l'autre cas, on était dans le rouge. Voilà, donc ça, c'est des réflexions, en tout cas, qu'il faut avoir, à mon avis, sur le bon moment par rapport à l'introduction des technologies. À droite, et j'espère qu'il y a pas trop de personnes de R&D autour de la table, mais rappeler en quoi il faut croire à la R&D et en quoi il ne faut pas y croire. Euh, je pense que une des raisons pour lesquelles on peut croire à la R&D, et elle a montré à travers les années sa force, c'est, je dirais, sur toute l'amélioration continue. La loi de Moore, vous avez un produit, chaque année, vous venez optimiser sa performance, sa capacité. Un autre exemple que j'ai vécu dans le véhicule électrique, il y a eu un moment, au moment du Dieselgate, le prix du cobalt s'est emballé parce qu'il y a eu de la spéculation, puisque c'est un produit qui est nécessaire dans les batteries. Le prix a été multiplié par 3. Gros impact immédiat. La R&D bosse. 3 ans plus tard, on divise par 3 la quantité de cobalt qu'on met dans les batteries. Donc, il y a vraiment une capacité à passer outre des défis et à améliorer les choses. On voit aussi que enfin, il y a cette euh, voilà, enfin, énormément de capacité à transformer les choses. Euh, le point
pour moi, ce que la R&D n'est pas capable de faire, quand je parle de R&D, c'est vraiment une grosse organisation R&D des entreprises, c'est piloter de la rupture. Euh, les organisations R&D, elles sont dans leur quotidien d'optimisation, de résolution des problèmes qualité, des problèmes de coût. Elles sont dans cette logique d'optimisation, et elles le font très bien. Par contre, quand vous êtes dans cette logique d'optimisation, et ce n'est pas une question de personne, vous êtes le nez dans le guidon et vous ne pouvez pas être capable d'amener les vrais breakthroughs. Les vrais breakthroughs, ils ne viennent pas de la R&D parce que la R&D, elle a tendance à rejeter les mercenaires. Les breakthroughs, c'est pareil, il faut avoir des convictions, il faut sortir du cadre, et c'est souvent par des gens qui sont un peu mercenaires qu'on arrive à le faire. Un autre exemple que j'ai vécu chez Renault, vous connaissez la success story de Dacia. Dacia, c'est un mercenaire, il s'appelait lui-même comme ça, Gérard de Tourbet, qui a, je dirais, fait émerger cette rupture sur la manière de concevoir et de fabriquer les voitures. Et il l'a fait contre tout le système. Et il n'aurait jamais pu le faire dans le système. Et d'ailleurs, le système a rejeté beaucoup cette transformation. C'était le cas aussi pour le véhicule électrique, où clairement le système de la R&D classique avait tendance à le rejeter en considérant que ce n'était pas des vraies voitures et que c'était quand même mieux un bon vieux moteur essence qui faisait du bruit et qui sentait mauvais. Il y a derrière ça aussi le syndrome Not Invented Here, hein, que vous connaissez, qui existe dans plein de domaines et qui est assez traditionnel dans les environnements R&D où, comme on est dans une logique un peu d'exploit technologique, eh bien, on accepte rarement les idées qui viennent de gens un peu disruptifs. Et d'ailleurs, ça fera le lien avec le sujet de la coopération. Pour moi, c'est souvent des entités avec lesquelles la coopération est compliquée parce que ça oblige à accepter de renoncer à une partie de la technologie, à accepter que d'autres acteurs sur certaines briques de technologie peuvent être meilleurs que nous. Et donc ça, c'est un vrai élément de frein côté RD. Donc moi, je l'ai vécu voilà, sur le véhicule électrique, je l'ai vécu chez Dacia, je l'ai vécu aujourd'hui chez Liam, où une de mes premières décisions a été de nommer la personne qui, dans l'ombre, faisait toutes les innovations de l'entreprise de manière un peu cachée, soutenue par mon prédécesseur, mais détestée par tout le monde dans l'organisation, alors que c'est lui qui finalement avait trouvé tout ce qui faisait vivre la boîte. Eh bien, de le positionner comme un directeur d'innovation de rupture avec des moyens associés en parallèle de la R&D, les deux faisant des jobs très complémentaires et s'alimentant l'un l'autre. Sur la partie résistance au changement, là, on commence à toucher des sujets de comportement et de personnes, mais je pense que il faut intégrer cette résistance au changement dans la conception de nos projets, dans les passages à l'échelle, dans les business models des startups. Résistance au changement en interne, dans l'entreprise. Aujourd'hui, je vous donne un autre exemple. Quand je parle de vin sans alcool, qui est un des rare relais de croissance dans le monde du vin chez Diam, eh bien, les gens expliquent qu'ils trouvent ça dégueulasse et qu'ils n'ont pas envie d'en boire et que donc c'est pas intéressant et que ça marchera jamais. Et c'est pas la question qu'on leur pose. La question, c'est est-ce qu'il y a de la croissance? Est-ce qu'on peut faire de l'innovation là-dessus? Et la réponse est oui. Et je retrouve finalement sur ces innovations de rupture-là les mêmes résistances que j'ai pu vivre sur l'électrique il y a 10-15 ans quand ça commençait chez Renault. Donc cette résistance au changement, il ne faut pas avoir une approche trop ingénieure là-dessus en opposant que les faits. Les faits ne suffisent pas à emmener les gens et il faut emmener de la charge émotionnelle. Et c'est vraiment cette charge émotionnelle qui est importante. Moi, un des éléments qui m'a rassuré dans les moments un peu down de la croissance de l'électrique, c'était de me dire, OK, on pousse une technologie qui a des impacts positifs pour la planète, il n'y a aucun doute là-dessus, et c'est la finalité. Mais en plus, ces technologies, elles sont fun à conduire. Au feu rouge, vous vous amusez parce que vous pouvez partir plus vite qu'une moto. Vous êtes moins fatigué parce que vous avez moins de bruit, moins de vibrations. Donc, il y a des éléments émotionnels qui accompagnent la technologie. Donc, on n'est pas en train de dire je sauve la planète d'un côté contre les émotions des gens, mais on vient nourrir les éléments émotionnels.
Et ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est qu'il faut aussi accepter de regarder les choses d'un point de vue de la conduite du changement avec lucidité et de revenir sur des a priori qu'on peut avoir tous. Pendant des années, j'ai entendu tout le monde dire que parce que les autonomies des voitures électriques étaient faibles, c'était des voitures pour bobos citadins des centres-villes. La réponse, c'était que dans les faits, et de manière très logique, c'était exactement le contraire. Dans toute la croissance et tous les early adopteurs de véhicules électriques étaient des ruraux pour des raisons très objectives. Un, pour la charge, il fallait avoir une maison. C'est beaucoup plus simple qu'un appartement. Deux, c'était au début des petites autonomies, donc il fallait des foyers multimotorisés. Et c'est bien évidemment plus fréquent en zone rurale. Et trois, pour être rentable un véhicule électrique, il faut qu'il roule beaucoup, hein, puisqu'en gros, le coût fixe est plus fort, le coût variable est plus faible. Et donc, bien évidemment, si vous habitez Saint-Étienne et que vous avez des allers-retours à Lyon tous les jours, ben là, ça devient très rentable. Si c'est pour être bloqué pendant 3 quarts d'heure pour faire 5 km sur le périph' à Paris, c'est pas du tout rentable. Donc, les trois éléments là paraissent très logiques comme ça. Je peux vous dire que quand on était dedans, on était dans une vague d'impression autour du fait que c'était un véhicule urbain, ce qui était pas du tout le cas. Et le dernier point qui est important et qu'on peut revivre aujourd'hui avec les événements de la crise du Golfe, c'est d'être opportuniste dans la résistance au changement et d'exploiter les événements extérieurs, d'exploiter les crises. Clairement, on doit l'explosion du véhicule électrique au Dieselgate, qui est donc le scandale, hein, vous vous souvenez de Volkswagen qui avait triché sur des réglages de moteurs. Aujourd'hui, la nouvelle explosion et la nouvelle rupture de pente, on le doit à l'augmentation du prix du carburant. Et les gens se rendent compte que et ça aide finalement la crise à surpasser les obstacles écologiques de oh là là, il y aura la queue aux bornes de recharge, oh là là, je pourrais pas, si ma voiture est pas rechargée, je pourrais pas emmener mes enfants à l'hôpital à 2 heures du matin. Bah, toute une série d'objections qui sont pas forcément fondées, mais qui sont normales dans le processus d'appropriation de la technologie. Sauf qu'à partir du moment où vous avez un gros coup de massue qui vous oblige à regarder ça de manière différente, et ben, ça permet de passer le cap. Et ça, en tant qu'innovateur, en tant que créateur d'un business, il faut surfer dessus, il faut l'utiliser et ça peut être des belles opportunités. Et le dernier point sur la partie passage à l'échelle, juste surveiller un peu le temps, ouais. C'est la partie go-to-market. Hein. C'est souvent le parent pauvre des passages à l'échelle. Là, je reviens plus sur mon expérience avec les startups ou ce qu'on avait fait chez Software République et où clairement on réfléchit au business plan, on réfléchit très bien à la technologie, mais on réfléchit pas au go-to-market. On a souvent ce dilemme important go-to-market direct, indirect, avec souvent des logiques qui sont complémentaires, un qui va vous amener des volumes, d'autres qui va vous amener des profits. Mais souvent, c'est un choix un peu cornélien pour les créateurs. Et là-dessus, c'est pour moi quelque chose qu'il faut replacer dans le plaçage à l'échelle très très haut dans la liste des priorités, en tout cas au même niveau que la dimension tech et business. Et n'oubliez pas que là-dedans, dans le go-to-market, il y a, et ça fait lien avec la résistance au changement, il y a énormément de facteurs humains. Et je vous donnerai euh, un exemple, moi, que je trouve frappant pour montrer comme quoi, avec un bon business model et une bonne tech, si on n'a pas réfléchi au go-to-market et à la résistance au changement, eh ben, on n'est pas obligé d'y arriver. C'est l'exemple d'Uber en Italie ou au Japon. Aujourd'hui, Uber est sorti de ces deux marchés et non pas parce que leur technologie n'est pas bonne, non pas parce que leur modèle économique n'est pas bon, mais juste parce qu'ils ont complètement sous-estimé leur go-to-market et la résistance au changement, les lobbies des taxis, l'argent gris qu'il pouvait y avoir en Italie dans le monde des taxis, etc. Que des sujets, je dirais, go-to-market et comportement, et qui à la fin font que tout simplement ils sont dégagés de ces marchés. Voilà, donc ça c'est 4 macro-enseignements, encore une fois, de mon vécu, hein, qui sont certainement pas généraux, mais en tout cas qui sont intéressants à éclairer dans la réflexion sur un passage à l'échelle. Le cinquième, c'est vraiment la coopération. Alors, moi, c'est vraiment quelque chose auquel je crois de manière très forte.
Alors, la coopération, pour moi, elle est à quatre échelles. Elle est d'abord la coopération avec vos compétiteurs sur un certain nombre de domaines. C'est ce qu'on appelle la compétition. C'est quelque chose de très fréquent dans l'automobile. Donc, moi, j'ai grandi avec ça. Vous savez qu'un véhicule utilitaire, par exemple, traditionnellement dans l'automobile, c'est impossible à rentabiliser avec un seul constructeur. C'est des tickets d'entrée d'investissement très lourds et des volumes faibles. Donc, historiquement, depuis toujours, ben, vous achetez votre véhicule utilitaire d'une marque qui est en fait exactement le même qu'une autre marque. Mais vous, en tant que client, vous vous en rendez pas compte. Mais il a été fait dans les mêmes usines et la communalisation est très forte. Et ça, il faut apprendre à le faire, à la fois dans une logique de reconnaître qu'on a des intérêts communs à coopérer sur un domaine et ne pas exclure non plus le fait qu'on peut être compétiteur sur d'autres domaines ensemble. Typiquement, au niveau de l'industriel et de l'ingénierie, les acteurs collaborent pour faire le véhicule utilitaire ensemble. Sur les marchés, vous pouvez, en tant que client, aller dans les deux marques, vous faire des devis et vous allez mettre en compétition ces deux marques sur le marché. Voilà, ça c'est les deux réalités, elles existent, elles doivent être acceptées tous les deux et ça nécessite dans le management, dans les organisations, bah, de savoir les traiter. La deuxième logique de coopération, c'est la coopération écosystémique. C'est-à-dire que c'est de plus en plus rare des produits suffisamment simples pour qu'ils aient leur vie propre sans avoir des interactions dans l'écosystème. Le véhicule électrique, c'était probablement le truc poussé à son paroxysme, puisque vous aviez à la fois des coopérations sur l'amont de la chaîne de valeur. Vous avez probablement vu que énormément de constructeurs, pour maîtriser les terres rares, ont pris des accords avec leurs fournisseurs de rang 3, 4, 5 pour assurer une maîtrise de la chaîne de valeur. Il y avait bien évidemment beaucoup de choses autour de la recharge, autour des véhicules connectés, autour du recyclage, puisqu'on sait que c'est un sujet très sensible au niveau des véhicules électriques. Donc, véritablement, autant d'acteurs qu'il fallait fédérer et on avait besoin de travailler ensemble. Là, on n'était pas forcément compétiteurs. Par contre, on savait que si on ne mettait pas tous ces gens-là autour de la table, la technologie ne pouvait pas émerger. Et ça, c'était un changement de paradigme important parce que, avec une certaine forme d'arrogance, probablement, l'ingénieur d'un constructeur automobile avait tendance à considérer qu'il maîtrisait son destin. Et là-dessus, je vous donne un exemple. Je cite toujours pour challenger les ingénieurs sur une conception trop théorique. Quand on a commencé à mettre les premières Zoé à la route en 2013, on avait des problèmes de charge chez pas mal de gens. Les voitures ne chargeaient pas parce qu'ils avaient mis des très fortes protections sur la qualité de la terre de l'installation électrique chez les gens. En s'appuyant sur la norme qui existe en France et dans tous les autres pays qui dit que vous devez avoir une terre à certains niveaux. La réalité, c'est que dans un pays comme la France, on a plus de 40% des installations qui ne sont pas aux normes. C'est une réalité parce que le pieu qui a été planté 20 ans plus tôt dans votre maison pour faire la terre, il s'est abîmé, la terre a craquelé, enfin, il y a plein de raisons. Vous avez des vieilles installations qui ont 30 ans, 40 ans, peu importe, mais 40% des gens ne sont pas aux normes. Et donc, il fallait passer d'un mode où les ingénieurs disaient, bah, écoutez, moi, j'ai fait la voiture elle fonctionne quand on est aux normes. Après, c'est charge au client de se mettre aux normes. Ah non, parce que quand on parle de 40% du marché qui n'est pas aux normes, il faut qu'on s'adapte et il faut qu'on fasse des choses. Et donc là, il y avait une forme de déni et le travail en écosystème nous permet de franchir ces obstacles. Coopération start-up grand groupe, c'est un peu le mariage impossible, hein, parce que finalement, on est dans des structures qui ont des manières de faire très différentes. Pour moi, c'est pas simple, mais il y a plein de choses que l'un et l'autre peuvent s'apporter. Le premier frein, finalement, à ces deux mondes, que ces deux mondes communiquent, c'est qu'en fait, il y a très peu de gens qui ont fait l'expérience des deux côtés. Parce qu'il y a une forme de méfiance où, voilà, je suis dans un grand groupe, donc je ne suis pas capable d'aller monter une start-up ou de travailler dans une start-up. Et inverse, moi, j'ai vécu dans le monde de start-up, c'est quand même super cool, il y a des baby-foot, je ne vais pas retourner dans un grand groupe où il y a 50 000 personnes. Et donc, il y a une forme d'opposition des deux mondes et qui fait qu'il y a très peu de talents
Et nous, chez Software République, on avait initié des programmes comme ça, d'échange de talents qui étaient très profitables. Coopération sur les pratiques, clairement, le prototypage rapide, la vitesse d'exécution, ça c'est un élément important que les startups peuvent apporter. À l'inverse, sur l'aspect go-to-market, clairement la force de mettre un produit dans des canaux de distribution de grands groupes, ça accélère massivement la croissance. Un point important, c'est la logique à l'argent qui est compliquée puisque les échelles, à l'échelle de temps et les échelles de montant sont très différentes. La startup, elle compte son argent, on va dire, en centaines ou en milliers d'euros et elle compte à la semaine. Et le grand groupe, il va compter déjà 50 000 euros, ou 5 000 ou 50 000, c'est probablement à peu près pareil dans le processus de décision. Et par contre, les délais de paiement sont longs, il faut créer le compte fournisseur, voilà. Et donc, on est dans des mondes où que tout oppose. Et là-dessus, il faut que chacun des deux mondes fasse un effort pour, un, comprendre les problématiques de l'autre qui sont réelles et s'adapter. Donc ça, c'est vraiment important de mettre les choses sur la table. Et par exemple, un truc très pervers que vont faire un certain nombre de startups, c'est de proposer des choses gratuites à des grands groupes en disant comme ça, je vais avoir mon produit d'appel et puis derrière, ça va suivre. Pour moi, c'est une erreur parce que un truc gratuit, du coup, le grand groupe n'a aucun processus de décision, n'importe qui peut accepter puisque c'est gratuit, donc il va l'accepter. Et derrière, quand vous allez vouloir passer à l'échelle, commencer à pricer, là, on va se rendre compte que la personne qui a accepté, c'est un individu dans les 50 000 personnes du grand groupe, qui n'a pas du tout la légitimité, et que du coup, le projet va s'arrêter. Vous avez dépensé de l'argent. Voilà. Après, donc, faire le premier truc à des prix pas chers pour que ça soit simple, oui, mais il faut toujours qu'il y ait un processus de validation un peu plus large, parce qu'une fois que l'entreprise elle se mouve pour payer, même si c'est 5 000 euros, eh bien, ça l'engage beaucoup plus. D'ailleurs, Eric, je me permets juste de t'interrompre une minute sur ce sujet parce que tu es en train de répondre à une des questions du chat. C'est selon toi, quelle est la définition du passage à l'échelle? Est-ce que c'est justement la mise en place d'un processus un peu nominal qui va être dupliqué, ou est-ce que c'est le fait d'être déjà dans cette phase de volume? À quel moment tu la situerais et quelle définition tu donnerais? Pour moi, le passage à l'échelle, c'est pour un produit innovant, de savoir finalement comment on va lui permettre de prendre sa place à une vitesse relativement rapide sur le marché. Donc, passer d'un proof of concept, d'un prototype, de quelque chose qui est petit et l'amener à un truc gros. Alors après, il y a plein d'échelles différentes. Vous êtes micro-entrepreneur, freelance, c'est passer de facturer 1 000 euros à 10 000 euros, c'est déjà un passage à l'échelle énorme. Quand on est dans le véhicule électrique de Renault, là, on parle en dizaines ou en centaines de millions d'euros. Donc, c'est le mot échelle, il y a plein de tailles d'échelle, mais dans tous les cas, le faire. Enfin, en gros, l'idée, c'est d'avoir des facteurs multiplicateurs. Hein, de ne pas parler en pourcent de croissance, mais en facteurs multiplicatifs. Ça, c'est le quoi, le passage à l'échelle. Et donc, ça veut dire que un passage à l'échelle, c'est pas des petits pas et c'est pas sur des technologies matures ou sur. C'est vraiment, on part de quelque chose qui est proche de zéro et on l'emmène à quelque chose de gros. Je conclue juste comme ça, on revient sur les questions, c'est toujours plus intéressant. La partie coopération, et ça je vais retoucher sur des valeurs très profondes et sur lesquelles je voudrais conclure, c'est que c'est d'abord et avant tout la collaboration entre les gens, à l'intérieur de l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, et que ça, c'est vraiment fondamental. C'est complètement sous-estimé, y compris par nos parcours de formation, y compris par ceux des mines, mais ce n'est pas les seuls. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Il n'y a pas forcément d'ailleurs en tant que parent des outils et pour apprendre ça aussi à nos enfants. Et par ailleurs, je pense que dans 99% des occupations, qu'elles soient d'ailleurs professionnelles, privées, associatives, c'est quelque chose de fondamental. Et donc, pour moi, s'il y a un élément à mettre en avant sur la coopération, c'est d'abord celui-là. Et juste pour finir en forme de clin d'œil, je vous donne, moi, de mon point de vue, sur la partie comportementale, 3 caractéristiques qui sont fondamentales pour réussir
la coopération, réussir les passages à l'échelle et tout simplement fonctionner bien dans la vie de tous les jours. Un, c'est d'avoir un pied de chaque côté de la ligne rouge, c'est-à-dire de ne pas être d'une part complètement enfermé dans des processus et responsable de rien en disant ben, moi j'applique le process même si ça n'est pas adapté et c'est débile. Et en même temps d'avoir une forme de libre arbitre et de dire ben là ça fait du sens de déroger, ça fait du sens de faire différent, donc je vais faire différent. Mais en même temps de ne pas être complètement hors du cadre et complètement incontrôlable en faisant prendre des risques non maîtrisés. Donc voilà, cet équilibre entre les deux me semble important. Ensuite, une des caractéristiques, moi, que je teste le plus en entretien, c'est la self-awareness. Je suis désolé de l'anglicisme, mais honnêtement, il n'y a pas de bon mot en français. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Cette idée de se connaître, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire qu'on doit se modifier forcément, mais être lucide sur nous-mêmes et être conscient de l'image qu'on renvoie, parce que finalement, tout ce qu'on va vous pouvoir amener comme contenu dans nos messages, il va d'abord passer par la manière dont on est perçu. Donc, c'est vraiment important d'en être conscient et de l'accepter. Ça ne veut pas dire de le crier sur tous les toits. Hein. Chacun, nos faiblesses qu'on n'a pas envie de dévoiler. Par contre, se les cacher à nous-mêmes, c'est le pire danger. Et le dernier point, qui est un principe de communication de base, mais qu'on oublie trop souvent, c'est qu'on ne parle pas pour soi. C'est pas le message que nous, on a l'intention de passer qui est important, parce que celui-là n'existe que dans notre tête, et donc il n'existe pas dans la réalité. Et le seul message qui existe, à commencer par moi dans cette discussion, bah, c'est de savoir comment vous l'avez reçu, et parce que c'est finalement la seule chose, même si j'avais plein d'intentions géniales, si vous avez trouvé ça saoulant, arrogant, je ne sais pas quoi, complètement à côté de la plaque, peu importe la manière dont vous avez reçu le message, c'est ça qui est important, parce que moi, mon intention, elle n'existe que dans ma tête et je suis la seule à la connaître. Et donc, il faut se rappeler, dans tous les actes d'interaction, de coopération, qu'on fait la coopération pour l'autre et pas pour soi. Voilà, et ça fait un lien direct du coup avec vos remarques, vos commentaires ou vos questions. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Donc, je trouve ça très passionnant, tout ce que tu nous as dit. Alors, il y a eu des premières réactions autour de la R&D. Et notamment le fait qu'effectivement, elle ne pouvait pas être dans une logique de rupture. Donc, Jean-Baptiste soulève que est-ce que c'est la difficulté de faire émerger des technologies de rupture pour un passage, est-ce que ça vient pas de l'absence de choix de stratégique, plutôt de la gouvernance, donc au niveau de la direction générale, pour ces divisions, plutôt que d'un fonctionnement inhérent des services de R&D? Et à cela, donc Pauline a rajouté qu'au-delà effectivement du fait de devoir identifier dans des organisations les personnes qui ont des idées plus disruptives et de créer du récit, est-ce que fonctionner par partenariat avec des structures innovantes ou des organismes de recherche serait complémentaire nécessaire? L'acquisition d'autres entreprises peut-il aider avec des risques non nuls de difficultés d'intégration? euh, ou simplement en recrutant aussi des personnes extérieures non formatées par l'état d'esprit de l'équipe interne. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de réactions très intéressantes. Alors, sur le premier point, bien évidemment que la direction générale, elle a son rôle dans l'émergence des solutions de rupture. C'est-à-dire que le mercenaire, celui qui va amener la rupture, s'il n'a pas une forme de soutien de la direction générale, comme il va se mettre en opposition avec une grosse partie de l'establishment qui va résister, il va avoir besoin de cette force. Gérard de Tourbel a eu pour Dacia. On l'a eu avec Carlos Ghosn pour le véhicule électrique chez Renault. Je l'ai eu avec Luca De Meo pour Software République. Aujourd'hui, moi, je suis le sponsor de mon directeur de l'innovation de rupture. Pas plus tard que ce matin, j'ai eu le bureau des plaintes sur un projet qu'on est en train de pousser, de tous les gens qui m'expliquaient que c'était un méchant garçon et qu'il allait
et qui crée plein de problèmes. Et ce qui est vrai, mais on va quand même faire le projet parce que ce projet, il est transformant pour la boîte. Donc, donc oui, il faut un soutien de la direction générale. La question, c'est que moi, en tout cas, hein, encore une fois, il y a sûrement des contre-exemples. Moi, je n'ai jamais vu du cœur de la R&D être capable de faire émerger, de proposer à la direction générale des choses très décalées. Mais je suis sûr qu'il y a des exemples et je suis ravi d'en discuter si vous en avez à me donner parce que, comme moi, je les ai jamais vécus. La partie recherche, oui, elle est importante. Il faut juste faire attention sur la partie recherche à faire de l'accordéon, ce que j'appelle de l'accordéon, c'est-à-dire à ouvrir sur des choses un peu farfelues en recherche, très en amont, mais aussi à refermer, parce que on peut se perdre pendant des années sur des sujets et qui sont complètement déconnectés du réel. Là, je parle bien dans une logique entrepreneuriale. Je ne parle pas de labo ou d'institutions académiques, mais donc moi, je le pratique beaucoup. Chez Software République, on l'avait aussi. Là, je le pratique chez Liam. Mais par contre, pour moi, sur la recherche, ce qui est important, c'est de savoir arrêter les projets. Et de ne pas s'entêter sur des sortes de prouesses scientifiques qui n'auront pas d'application. Sur le M&A, pour moi, c'est un moyen. Le M&A, ce n'est pas une finalité en soi, mais bien évidemment, quand vous êtes dans des innovations de rupture, vous venez bousculer la chaîne de valeur. Et donc, bah, il y a des logiques à faire des acquisitions qui peuvent amener effectivement un 109. Et sur le recrutement, pour moi, ce n'est pas uniquement dans le cadre de l'innovation et de passage à l'échelle. Je pense que recruter des personnes diverses, ne pas se cloner quand on recrute des gens, c'est hyper difficile parce on est tous plus à l'aise avec nos clones. Mais néanmoins, c'est là, de cette diversité, que va naître de la coopération et que va naître de la capacité à innover. Donc, le recrutement à 200%. Après, c'est un équilibre subtil parce que plus vous amenez des ressources de l'extérieur, plus le rejet va être grand. Vous allez cumuler le rejet de la personne plus le rejet de la technologie. Donc, ça peut faire beaucoup. Donc, il y a un dosage à faire. Et souvent, si on laisse la place à l'intérieur de l'entreprise, il y a des pirates super à qui il faut juste donner l'espace et qui ne sont pas forcément dans des environnements où vous les attendez. Hein. Il peut y avoir des pirates techniques à la compta. Il faut juste qu'on aille discuter et comprendre que le week-end, c'est des méga bricoleurs et qui peuvent faire des petits développements dans leur coin ou des spécialistes du IA. Voilà mes commentaires par rapport à ces 4 points, mais qui sont complètement valides. Merci. Et le dernier, enfin, tes derniers propos, je trouve, vont faire le lien avec une autre question qui est justement au niveau des équipes. Comment transformer les équipes pour aller sur ces fameux soft skills? S'il faut d'ailleurs les transformer, peut-être pas transformer. Bah, pour moi, il y a deux principes de base qu'il faut, enfin, qui sont les pierres fondatrices. La première, c'est y croire. C'est-à-dire, moi, je me souviens probablement beaucoup avoir ces références-là quand il y avait des cours de soft skills aux mines. Hein, c'est pas tout jeune pour moi, mais on appelait ça les cours pipeaux. Donc, et c'était, bon, enfin, moi, j'étais bien bête de l'appeler comme ça. Et pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on considère qu'il y a les sciences dures et les sciences molles et que ces sujets de soft skills, finalement, on sera toujours capable de les compenser par des équations ou de la technologie ou des tableaux Excel. Là, il y a un principe fondateur qu'on n'a pas. Donc, le premier truc, c'est d'y croire et pas d'y croire pour être à la mode, mais d'y croire profondément. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'aimer ça et de créer un appétit, en tout cas dans le management, autour de ça, parce que forcément, c'est des sujets qui sont un peu plus compliqués émotionnellement, qui vont nécessiter de faire énormément attention aux gens qui sont en face, de les comprendre, et donc ça va nécessiter, ça va puiser de l'énergie. Si vous aimez pas ça, vous n'avez pas envie, si c'est la dernière truc que vous allez faire dans votre journée quand vous avez vraiment fait tout le reste, ça ne marchera pas non plus parce que c'est chronophage et c'est consommateur. Donc pour moi, les deux bases, c'est comme le management. C'est pas est-ce qu'on est bon manager, c'est déjà est-ce qu'on aime manager et est-ce qu'on croit que c'est important. Et si on a ces deux bases, honnêtement, je pense que 80% du boulot est fait. Après, moi, je suis pas un grand théoricien de ce sujet-là. Hein. Je lis pas des tonnes de bouquins sur ces thèmes.
C'est plutôt par la pratique, par l'échange, par la discussion, par le fait que ces sujets-là ne soient pas tabous et qu'on puisse en parler au quotidien, pas une fois par an dans un entretien annuel. Voilà, et c'est finalement de mettre le comment au même niveau que le quoi dans le quotidien. Mais par contre, ça ne se fait pas instantanément. Et je peux vous dire que mon arrivée chez Diam, prédécesseur, qui a fait des choses incroyables, mais qui, de ce point de vue-là, était beaucoup moins focusé sur le sujet que moi. Et une fois, il a brillamment emmené cette entreprise là où elle est aujourd'hui. Il y a un changement culturel et qui est, après 1 an et demi, qui est toujours en cours. Hein, donc, c'est pas instantané. Alors, autre question de Philippe. Alors, il y en a deux, donc je vais commencer par la première. Donc, vous avez parlé des grands groupes et des startups, mais du coup, qu'est-ce qu'il en est des PME et des ETI? Quels pourraient être leurs avantages, leurs inconvénients et qu'est-ce qu'elles pourraient apporter aux startups et aux grands groupes? Ouais, bah alors moi je découvre le monde des ETI, puisque nous on est 750 effectivement, on fait 220 millions de chiffre d'affaires. Euh, Et c'est une taille d'entreprise qui est vraiment chouette à vivre. En tout cas, mais j'ai adoré, je le dis sans dénigrer ce que j'ai vécu chez Renault et sans dénigrer non plus ce que je peux voir dans les startups. Je pense qu'il y a des périodes de la vie, il y a des personnes, il y a des activités pour lesquelles on est plus adapté à l'un à l'autre. En fait, pour moi, les ETI ou les PME, elles peuvent être vues dans ma comparaison grand groupe startup, soit quand elles bossent avec des grands groupes comme des startups, soit quand elles bossent avec des startups comme des grands groupes. Moi, aujourd'hui, je travaille, en étant chez Diam, je travaille avec des startups. Je peux vous dire que qui travaillent avec moi ou qui travaillent avec Renault, ça ne change pas grand-chose. On a les mêmes travers et les mêmes chances. À l'inverse, si moi, je me mets à travailler avec des groupes qui sont 10 fois plus grosses que moi, en fait, je me retrouve moi dans la position d'une startup. Donc, je pense que là-dessus, c'est vraiment. Mon propos était un peu caricatural en disant grand groupe startup, mais finalement, c'est gros petit. Et après, voilà, on pourrait presque imaginer que quand un petit grand groupe travaille avec un gros grand groupe, euh, on a le même problème. Hein. C'est vraiment des questions d'échelle, de structure et de mode de fonctionnement. Très bien, merci. La deuxième question, je pense qu'elle est complémentaire. Je vais la lire. Vous avez parlé donc de l'importance du GTM. Quels seraient vos conseils pour adresser d'un point de vue marché les PME et ETI, notamment quand on est une start-up? Ouais, c'est une question compliquée que j'aborde du coup avec pas mal avec les startups que je coach et un certain nombre d'entre elles d'ailleurs, je leur ai ouvert des portes chez nous. Euh, le, le, je pense que une des clés autour de ça, hein, et qui est un peu plus facile à organiser que chez un grand groupe, c'est de trouver le bon point d'entrée. En fait, dans une ETI ou dans une PME, il y a un peu plus de flexibilité pour tester des choses généralement, parce que bah là, l'organisation est plus petite, plus agile. Par contre, il faut l'organisation, elle est beaucoup moins lisible de l'extérieur parce que vous n'avez pas des organigrammes publiés, parce que ils sont beaucoup moins standards. Vous avez des PME ou des ETI qui sont complètement centralisés avec un patron totalitaire qui va prendre toutes les décisions. Et dans ce cas-là, bah, il faut le savoir et ça ne sert à rien d'essayer de rentrer par ailleurs parce que c'est le seul chemin pour rentrer. Ça, c'est difficile à savoir. Donc, pour moi, la clé, c'est de trouver le bon interlocuteur qui va être capable de comprendre la proposition, de la mettre en face d'un besoin et ensuite de convaincre en interne. Euh, le, voilà, je vous donne deux exemples. J'ai ici dans l'incubateur de l'université de Perpignan, moi je me suis un peu impliqué, j'avais trouvé une boîte très chouette qui s'appelle Coelio qui fait des outils pour organiser des challenges internes aux entreprises pour faire participer les salariés sur le téléphone de manière très collaborative et très simple.
Bon, ben moi, je suis arrivé, j'ai vu ça, j'ai vu que j'avais un problème, moi, d'implication de- des différentes équipes dans la gouvernance de l'entreprise. Et ce que j'ai fait, c'est que ma DRH, elle devait faire des choses pour impliquer plus de collaborateurs. Il y avait cet outil-là, je les ai mis en contact. Ensuite, moi, je me suis complètement retiré des discussions. Je les ai laissés voter entre eux, mais c'était la bonne personne au bon moment avec le bon sujet. Et aujourd'hui, on l'utilise une fois par an et maintenant, il travaille pour 4 ou 5 groupes du CAC 40 et tout va bien pour cette startup. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment l'enjeu, c'est d'arriver à décoder l'endroit où vous pouvez beaucoup moins dépendre de process, donc ça a un côté positif, mais il faut trouver le bon point d'entrée. Voilà. Mais en tout cas, du point de vue des startups, je pense que c'est super malin d'attaquer PME, TI. C'est beaucoup, beaucoup plus simple euh, et beaucoup plus scalable, à mon avis, que, que les grands groupes. Très bien. Je vais laisser la parole du coup à Othman Badawi qui a levé la main. Je pense qu'il doit avoir une question. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je l'ai pas mis sur le chat parce que je pense que c'était plus simple à écrire, à dire qu'à écrire. Merci beaucoup pour la présentation. Il y a pas mal de choses qui résonnent avec ma propre expérience, où il y a eu une certaine innovation de rupture, plutôt du côté économique, business model, et en fait qui était sous-tendue par pas mal de mes connaissances théoriques. Et en fait, j'ai eu un peu de mal à transmettre, on va dire, cette vision parce que justement cette innovation de rupture ramenait à un cadre qui était vraiment différent, où les logiques n'étaient pas forcément les mêmes. Et donc, je me demandais, dans ces cadres-là, quand il y a une difficulté de transmission de vision liée à des innovations de rupture, comment faire pour la partager, comment faire pour faire rentrer, on va dire, dans le nouveau paradigme et orienter un petit peu les intérêts sans inonder un peu d'informations. Moi, il y a une réponse évidente qui me vient à l'esprit, c'est prototypage, expérience, concret, que les gens touchent, que les gens voient, que les gens sentent les choses. Moi, je vais vous donner deux exemples concrets. Le patron d'innovation de rupture chez moi, tous les mois dans le comité de direction, il a 30 minutes à l'heure du déjeuner pour une séquence qu'on appelle caverne d'Ali Baba. Il vient, il se met sur la table, il sort ses bouchons qu'il a et il commente, il nous fait toucher et il nous fait vendre. Et là, il y a le directeur commercial qui dit ah mais ça c'est génial pour tel client. Et il y a le directeur industriel qui dit ah mais ça jamais je pourrais te le fabriquer. Et ça crée des réactions bien plus qu'une présentation PowerPoint. Chez Software République, on avait exactement le même enjeu. Et on avait pris l'habitude, au moment de Vivatech, vous savez, le salon tech qui a lieu à Paris tous les ans, de présenter un prototype. Donc, c'était un concept car, on était quand même dans le monde, on utilisait le support d'une voiture pour agréger le maximum de projets qu'on avait dans l'année. Alors, bien sûr, en faisant du sens, hein, c'était pas un patchwork complètement idiot. Et ça permettait, et en interne et en externe, de finalement projeter les gens. Parce qu'en fait, euh, dans les ruptures, la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'est pas capable de projeter les gens. Moi, je me souviens des premières enquêtes clients qu'il y avait sur le véhicule électrique. On fait des enquêtes clients comme plein de boîtes de B2C font. Mais en fait, les gens, ils comprenaient même pas les questions qu'on leur posait. Donc, voilà. Donc, si vous vous présentez dans le monde de l'automobile à une enquête client, la Clio d'aujourd'hui, et vous dites aux gens, qu'est-ce que je peux améliorer pour faire la Clio de demain? Ben là, ils vont vous donner plein de trucs géniaux. Tel truc, c'est pas pratique, tel truc, c'est moche. Et là, on est dans l'innovation incrémentale. Ça marche super bien. Par contre, projeter les gens dans un truc de rupture, c'est hyper difficile. Donc, plus on est concret, plus on est immersif, à mon avis, plus on a de chance d'y arriver. Merci beaucoup. Très bien, merci. Je pense qu'on a. Allez, je vais prendre quand même le temps d'une dernière question qui, moi, m'est venue. Je viens du monde de l'associatif. J'ai beaucoup travaillé dans des grandes associations où la coopération est quelque chose de extrêmement fort et très souvent une seconde nature. Et quand effectivement, là, je travaille avec d'autres secteurs, je me rends compte que c'est pas forcément une évidence ou en tous les cas quelque chose de facile.
Et dans vos propos, ben, on se rend compte aussi que dans l'automobile, les secteurs qui ont été sur des coopérations fortes, c'est qu'à un moment donné, ils y ont été un petit peu obligés ou qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Et donc, ma question, c'est comment, alors quels sont ce qui peut être important, le terreau à mettre pour essayer d'initier des logiques de coopération, quand bien sûr on pense que ça va être intéressant pour l'entreprise, qui n'a pas l'habitude, pour une entreprise qui n'a pas l'habitude justement d'être dans ces logiques ou un secteur qui n'a pas l'habitude d'être dans ces logiques. Juste vous répondre un petit clin d'œil. Alors moi, je suis pas un méga calé du monde associatif, mais moi, j'ai vécu et je vis avec ma conjointe pas mal d'écueils du monde associatif où finalement la coopération est compliquée Oui, par le biais du bénévolat. Et à partir du moment où je suis bénévole, ben, l'organisation ne peut pas m'imposer des modes de fonctionnement ou des pratiques, parce que déjà, je suis sympa d'être bénévole, enfin, je caricature un peu. Donc moi, j'ai plus vécu, alors je sais il y a des dynamiques collectives qui sont très fortes, mais en tout cas, j'ai vécu cet argument de l'opposition, on va dire, coopération versus bénévolat, qui était des fois un oui. frein. Quand je Après, parle de monde associatif, en fait, l'association bénévole, très professionnel, en fait. alors ensuite bah, pour créer le climat, moi j'essaye de le faire ici chez Diam, hein, qui encore une fois est pas quelque chose d'intuitif ni chez Diam ni dans le secteur des bouchons. Enfin, pour moi, le truc de base, c'est d'aligner et d'expliciter l'objectif commun et l'intérêt commun. C'est-à-dire que pourquoi on a besoin de coopérer? Parce que, en fait, on ne coopérera que si on a quelque chose à y... Enfin, la coopération, c'est une somme d'égoïsme, c'est une somme d'intérêts individuels. Il faut, enfin, après, il peut y avoir des causes suprêmes, des religions, des choses qui font croire au-dessus de tout ça. Mais sinon, alors c'est pas très glamour de le dire comme ça, mais c'est quand même la réalité. C'est que si on coopère, c'est parce qu'on a une forme d'intérêt égoïste à coopérer. Donc la question, c'est comment on le fait émerger et comment on montre aux gens que finalement, pour résoudre leurs problèmes à eux, ou le problème de l'entreprise, ben, finalement, c'est la meilleure solution. Et inversement, plein de coopérations qui ne marchent pas, c'est quand il n'y a pas des intérêts symétriques. Vous avez super envie de collaborer, mais l'autre, il a rien à faire. Bah non, c'est pas une coopération. Ça marchera jamais. Donc voilà, donc je pense qu'il y a vraiment l'explicitation de l'intérêt commun, s'il existe, donc bien vérifier qu'il existe, et, voilà, je pense que c'est important. Très bien, ben merci Pas beaucoup. de recette miracle, hein, donc Il est 13 heures, donc on touche à la fin. Donc vraiment merci bah, à tous pour toutes ces interventions et pour une présentation très intéressante. Merci beaucoup. Donc surtout, alors Émilie, je finis parce que Émilie a mis dans le chat, on tient à aussi présenter une initiative au niveau, tu peux peut-être en dire rapidement plus, au niveau des mines, Paris, qui est le club Mine Industrie, qui est un club professionnel de MPA, qui vise à réunir des étudiants et des alumni autour d'enjeux de l'industrie. Je crois que j'ai quasiment tout dit. Je crois qu'ils se réunissent une fois par mois. Vous avez le lien effectivement dans le chat. Voilà, et bien sûr, si vous avez des alumni que vous aimeriez mettre en lumière ou au contraire que vous aimeriez entendre pour de leurs témoignages, n'hésitez pas à nous transmettre leurs contacts. Voilà, le prochain rendez-vous, donc le 2 juillet, et un énorme merci à tous. Au revoir.